le crayon à papier qui traîne peut-être en ce moment même sur un coin de ton bureau a un secret. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense jamais à ça. Bah oui, c'est un objet d'une banalité affligeante, quoi. Un simple bout de bois avec une mine noire. Et pourtant, sa création exige la coopération de dizaines de milliers de personnes réparties sur tous les continents. Des personnes qui en fait ne parlent même pas la même langue. Exactement, qui pratiquent des religions différentes et qui, si on les mettait dans la même pièce, pourraient même se détester cordialement. C'est paradoxal, ouais. C'est une énigme vertigineuse pour commencer notre exploration en profondeur aujourd'hui. Donc bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur des idées qui façonnent notre monde. Je suis ravie de lancer cette discussion. Et je suis ravi d'être là pour décortiquer tout ça avec toi. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, et on le précise bien pour tous ceux qui nous écoutent, ce n'est absolument pas de prendre parti. Non, pas du tout. On va analyser de manière totalement neutre et détaillée les concepts d'un ouvrage fondamental publié en 1980. C'est La liberté du choix des économistes Milton et Rose Friedman. Voilà. Et c'est vraiment une fenêtre ouverte sur la plus grande bataille intellectuelle du XXe siècle. Le marché libre face à l'interventionnisme d'État. Tout à fait. Mais pour bien saisir la portée de ce débat, je pense qu'il faut vraiment planter le décor. C'est crucial, oui. Il y a un contexte historique à comprendre. Il faut remonter le temps juste après le traumatisme de la Grande Dépression des années 30 et les ravailles de la Seconde Guerre mondiale. Une époque où le monde occidental doute profondément du coup. Exactement. Le public a totalement perdu foi dans le capitalisme de laisser-faire. Et c'est là qu'émerge une nouvelle orthodoxie, portée en grande partie par les théories de l'économiste britannique John Maynard Keynes. Le fameux keynésianisme. Voilà. En termes simples, cette pensée partait du principe que l'économie libre ressemblait un peu à une machine défectueuse. Une machine sujette à des pannes dramatiques et que seul l'État possédait le manuel d'instruction pour la réparer. Donc le gouvernement devait intervenir massivement. C'est ça. Réguler, dépenser et agir comme un ingénieur rationnel pour maintenir la machine en marche. Et la population s'est mise à exiger ce filet de sécurité. Sauf que, dans les années 70, la fameuse machine commence sérieusement à tousser. L'inflation explose, le chômage grimpe. C'est la stagflation. Et c'est exactement dans ce climat de crise que les Friedman publient leur contre-argumentation. Ils proposent un retour au libéralisme économique classique. Une philosophie basée sur le libre marché et une intervention vraiment minimale de l'État. Et leur thèse centrale est assez brutale. Ils disent que les gouvernements, même armés des meilleures intentions du monde, finissent presque toujours par aggraver les problèmes qu'ils tentent de résoudre. Et pour quiconque nous écoute aujourd'hui, comprendre ces deux visions du monde, c'est littéralement se donner le décodeur pour comprendre la quasi-totalité des décisions politiques de notre époque. Ce décodeur, il commence par un concept fondamental que les auteurs illustrent avec la métaphore du crayon. C'est emprunté à un essai célèbre de Leonard Reed. Voici où ça devient vraiment intéressant. Ouais, la chaîne de production. Quand on la regarde de près, l'ampleur de la coordination humaine donne le vertige. Le bois de ce crayon, c'est du cèdre qui pousse dans les forêts de Californie du Nord. Qu'il faut couper, puis transporter. Voilà, par train. Ce qui implique des cheminots, des constructeurs de locomotives, et la mine n'est même pas en plomb. Non, c'est du graphite. Du graphite extrait au Sri Lanka, mélangé à de l'argile du Mississippi. Et la petite gomme au bout. Ce n'est pas du caoutchouc naturel, c'est un produit issu d'une réaction chimique entre du chlorure de soufre et de l'huile de colza venue d'Indonésie. Et il faut aussi compter la petite bague en métal qui tient la gomme. Du laton, donc un mélange de zinc et de cuivre extrait et fondu par d'autres ouvriers. Il y a des mineurs, des marins, des ingénieurs et même des cuisiniers pour nourrir tout ce beau monde. Le point crucial de cette illustration pour les Friedman, c'est l'absence totale de direction centrale. Aucun grand patron de la planète Terre ne gère ça. Aucun grand planificateur n'est assis dans un gratte-ciel pour dicter ses ordres à l'Indonésien qui récolte le colza ou au bûcheron californien. Ces milliers de personnes participent à la symphonie du crayon, pas par amour des fournitures scolaires, mais pour gagner leur vie. C'est l'échange volontaire, décrit par Adam Smith dès 1776. Un échange ne se produit que si les deux parties estiment y gagner. L'harmonie émerge de ce chaos apparent grâce à un chef d'orchestre invisible, le système des prix. Et si on relie cela à une perspective plus globale, c'est là que la mécanique devient brillante. Le prix, c'est pas juste une étiquette sur un produit. C'est un signal de communication ultra rapide avec 3 fonctions. La première fonction, c'est de transmettre des informations. Imaginons qu'un immense incendie ravage les forêts de cèdre. Le bois devient rare, donc son prix flambe. Les fabricants de crayons voient leur coût augmenter et répercutent ça sur le prix final. L'information a traversé le globe sans aucun mémo gouvernemental.
Et ce signal déclenche la deuxième fonction, fournir des incitations. Face à ce bois devenu très cher, les camps forestiers ont un intérêt financier énorme à embaucher plus de bûcherons ou à inventer de meilleurs scies. Pour exploiter des zones plus difficiles, par exemple. Exactement. Et à l'autre bout de la chaîne, les consommateurs voient le prix doubler. Sans même connaître l'existence de l'incendie, ils sont incités à économiser leurs crayons ou à acheter des porte-mines. Et la troisième fonction, c'est la distribution des revenus. Les salaires des bûcherons dépendent directement du prix de ce bois sur le marché. S'ils affluent par milliers pour profiter des bons salaires, l'offre de bois finit par remonter, le prix se stabilise, les salaires baissent et ça incite certains à chercher un autre métier. L'équilibre se fait de manière totalement organique. Mais du coup, une question évidente surgit. Si le marché fait tout, que fait le gouvernement? Faut-il l'abolir? La réponse des Friedman est clairement non. Ils ne prônent pas l'anarchie. Ils fixent au gouvernement 4 devoirs très stricts. Quels sont-ils? Protéger contre la violence, donc l'armée et la police, administrer la justice pour empêcher la coercition et protéger les contrats, entretenir les ouvrages publics, comme les routes, ou installer un péage privé coûterait trop cher en gestion, et enfin, protéger les irresponsables, comme les enfants. Ce cadre théorique prend une dimension fascinante quand on le teste face à l'histoire. Le livre propose une comparaison frappante entre l'Inde et le Japon. C'est un de leurs meilleurs exemples. Prenons l'Inde après son indépendance en 1947. Sur le papier, ils avaient tout pour réussir. Un héritage britannique, des fonctionnaires formés, un immense réseau ferroviaire, des ressources à foison et une aide internationale massive. Sauf que le gouvernement indien a choisi une planification économique centrale de style soviétique. L'État voulait décider quoi produire, en quelle quantité et à quel prix. Ça a donné le Licence Raj, un labyrinthe bureaucratique cauchemardesque où la moindre ouverture d'usine nécessitait des dizaines de tampons. Résultat des courses, une stagnation énorme et une corruption endémique. Et en face, on regarde le Japon après la restauration Meiji en 1867. Isolé, sans ressources, sortant d'un ordre féodal, mais le gouvernement fait le pari inverse. Il s'appuie sur le marché libre. Voilà, il laisse les prix mondiaux dicter la production. Les paysans se mettent à produire de la soie et du thé, et le Japon explose économiquement pour devenir une superpuissance. Bon, décortiquons tout ça. Que se passe-t-il quand l'État dépasse ses 4 devoirs? L'exploration se concentre sur 3 domaines spécifiques. Le premier, c'est la sécurité sociale. Le fameux pacte intergénérationnel. Les Friedman expliquent l'illusion de la collecte de fonds. L'argent des retraités n'est pas épargné dans un grand coffre-fort. C'est un transfert direct depuis les jeunes travailleurs. Exactement. L'argent qui sort d'une fiche de paie ce mois-ci paie la pension d'un retraité ce mois-ci. Avec le vieillissement de la population, c'est mathématiquement insoutenable. Mais le plus surprenant, ce sont les paradoxes que ça engendre. Déjà, ça détruit en partie la tradition familiale de prendre soin de ses aînés, par devoir ou par amour. Et surtout, ça pénalise les plus pauvres. C'est l'aspect le plus sombre, oui. Les données montrent que les pauvres commencent à travailler beaucoup plus jeunes, donc ils paient des impôts plus tôt et plus longtemps. Alors que les classes aisées font de longues études. C'est ça. Et à la fin de la vie, l'espérance de vie des classes populaires est plus courte. Donc les pauvres paient plus longtemps pour toucher des allocations moins longtemps. Pendant que les riches, qui ont cotisé moins d'années, vivent plus vieux et tirent davantage profit du système. C'est fou de se dire qu'un système pensé pour aider finit par agir comme un transfert de richesse vers les plus aisés. Et cette même dynamique perverse se retrouve dans l'éducation. Le deuxième domaine, la perte du choix éducatif. Si on remonte aux années 1840 avec Horace Mann, considéré comme le père de l'éducation publique américaine, Ce qui est fascinant ici, c'est que ce système n'a pas été poussé par les parents. pas du tout. Avant lui, l'éducation était privée ou gérée par des communautés avec de très bons taux d'alphabétisation. Les pressions pour une école publique gérée par le gouvernement venaient des enseignants et des fonctionnaires. Pas par complot, mais pour chercher la sécurité de l'emploi et des salaires garantis par les impôts. Et le résultat? Une bureaucratie massive. Les coûts par élève ont grimpé, la qualité a baissé. Et la conséquence la plus cruelle, c'est la stratification sociale. Parce que seule la classe supérieure garde le libre choix. Exactement. Les riches peuvent toujours payer une école privée ou déménager dans un quartier riche avec de bonnes écoles publiques. Les familles modestes, elles, sont assignées à résidence dans l'école de leur secteur, même si elle est délabrée. L'école publique, censée égaliser les chances, a fini par exacerber les inégalités. Ce qui nous amène au troisième grand domaine d'intervention toxique selon les Friedman.
l'inflation et le chômage. Pour comprendre l'inflation, le mécanisme de base, c'est trop d'argent qui court après trop peu de biens. L'anecdote historique du tabac en Virginie illustre ça parfaitement. À l'époque coloniale, le tabac servait de monnaie légale. Les agriculteurs se sont mis à en cultiver massivement La quantité de monnaie végétale a explosé. et logiquement, les prix ont été multipliés par 40 en un demi-siècle. Si on fait le lien avec l'époque moderne, c'est la même mécanique. Les gouvernements impriment de l'argent de façon invisible pour financer leurs immenses dépenses et viser le plein emploi. Parce qu'augmenter les impôts, c'est trop impopulaire. Voilà. Sauf que ça crée une spirale infernale. Si on reprend notre usine de crayons, l'impression monétaire donne d'abord l'illusion d'une forte demande. L'usine, euphorique, augmente ses prix, embauche et augmente les salaires. Le gouvernement crie victoire sur le front de l'emploi. Mais très vite, les ouvriers vont au supermarché et réalisent que le prix du pain et de l'essence a aussi flambé. C'est juste le coût de la vie qui augmente. C'est la fameuse spirale prix-salaire. Les coûts de l'usine explosent, la demande finit par chuter à cause des prix trop hauts, et l'usine doit licencier. Imprimer de l'argent crée donc à terme un chômage massif. C'est une impasse. Alors la question, c'est comment en sortir? Quelles sont les solutions radicales proposées par Friedman? Il propose des méthodes très spécifiques pour rendre le pouvoir au marché et aux individus, à commencer par l'impôt négatif sur le revenu. Pour remplacer la jungle des aides sociales. C'est l'idée. Au lieu d'une bureaucratie tentaculaire, on fixe une limite. Le livre prend l'exemple de l'année 78, disons 7 200 $ pour une famille de 4. D'accord. Avec une subvention de 50%, une famille sans aucun revenu touche la moitié de ce seuil, soit 3 600 $ de l'État. Mais le coup de génie, c'est l'incitation financière à travailler. C'est le cœur du système. Si quelqu'un de cette famille trouve un travail et gagne 1 000 $, on ne lui coupe pas les vivres d'un coup. La subvention est recalculée. Elle tombe à 3 100 $, mais avec le salaire, le revenu total grimpe à 4 100 $. Travailler rapporte toujours plus, contrairement aux aides classiques où accepter un petit boulot fait tout perdre. Et cette idée s'accompagne d'une réduction progressive de la sécurité sociale publique au profit de retraites privées. Rendre le pouvoir de décision aux gens. Et c'est la même logique pour leur réforme de l'éducation, le système des bons d'études. Les fameux vouchers. Le principe est que le gouvernement donne aux parents un bon équivalent au coût moyen d'un élève dans le système public. Un bon que les parents peuvent utiliser dans l'école de leur choix. Public ou privé. Du coup, les écoles ne reçoivent plus un budget aveugle. Elles doivent se faire concurrence pour attirer ces bons, donc ces fonds. Ce qui force le système à améliorer la qualité globale et donne aux familles pauvres le même pouvoir de choix que les familles riches. Il nous reste le plus gros morceau à guérir, l'inflation. Et l'analogie utilisée par Friedman est frappante. Guérir l'inflation, c'est comme arrêter l'alcool. C'est une excellente comparaison. Au début, boire ou imprimer de l'argent donne de bons effets. C'est l'euphorie. L'économie semble tourner à plein régime. Mais le lendemain, c'est la gueule de bois de la hausse des prix. Et la tentation de reprendre un verre pour soulager la douleur est très forte pour les gouvernements. Il faut donc sevrer l'économie en contrôlant strictement la masse monétaire. Ce qui implique inévitablement 1 ou 2 ans de souffrance. La croissance ralentit, le chômage monte temporairement avant la guérison. Mais pour atténuer ce choc, Friedman propose la transparence totale des politiques et surtout des clauses d'indexation dans les contrats. Lier automatiquement les salaires au taux d'inflation pour protéger le pouvoir d'achat des travailleurs pendant la transition. Arrivé au bout de cette analyse, on voit bien pourquoi maîtriser ces arguments libéraux est indispensable pour quiconque cherche à comprendre le monde d'aujourd'hui. Absolument. C'est le miroir parfait des arguments keynésiens qui dominent souvent notre discours politique. On a fait un sacré voyage conceptuel. Et invisible d'un crayon de papier. Jusqu'aux effets pervers d'un État trop protecteur qui déclenche l'inflation, pour finir sur ces solutions radicales basées sur le libre choix. Mais je voudrais qu'on laisse notre public sur une réflexion finale. Une réflexion qui émerge de tous ces paradoxes. Oui. Tout au long de cette exploration, on remarque une chose troublante. Les politiques gouvernementales créées initialement pour protéger les plus vulnérables, la sécurité sociale pour les aînés, l'école publique pour tous, l'inflation pour garantir le plein emploi, Elles finissent toutes par pénaliser ces mêmes populations de manière disproportionnée. tout en permettant aux riches de s'en échapper grâce à leur capital. Alors, je pose cette question à quiconque nous écoute aujourd'hui. Et si le plus grand moteur des inégalités sociales n'était pas le marché libre, souvent dépeint comme froid et calculateur, mais paradoxalement, les institutions mêmes qui ont été créées avec la noble intention de le combattre?
C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. C'est une invitation à la réflexion personnelle qui va bien au-delà de cette discussion. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée intellectuelle. À la prochaine.